Bienvenue sur le podcast des créateurs nomades. Enzo est un photographe venu d'une autre époque, de 1850. Grâce à une faille spatio-temporelle, il est arrivé jusqu'à nous en van et parcourt la France pour te tirer le portrait à l'ancienne. Enzo a une démarche qui est unique parce qu'il contraste vraiment entre le fait de prendre des appareils photo en mode immédiat avec ton appareil photo numérique ou avec ton téléphone. Il a vraiment développé quelque chose de différent, une identité très forte. Et ça lui permet d'avoir plein de commandes et de se différencier dans un monde saturé de photographes. En moins de 5 heures, t'avais tous tes créneaux du jeudi qui étaient bookés, donc tu fais mieux que les rockstars. Dans cette interview, nous allons creuser son parcours pour comprendre pourquoi et comment il a décidé de se lancer avec un appareil photo si gigantesque qui prend toute la place dans son van. Tu verras aussi la force de développer tes propres projets personnels, et ça tu peux le faire en autodidacte, même si tu sors pas d'une école photo ou d'art. Et ce qui compte, franchement, c'est pas le diplôme et ça, Enzo va te le prouver. Cette interview fait partie du podcast des créateurs nomades que tu peux écouter en faisant la vaisselle, pendant tes courses ou encore sur la route dans ton van. Tu peux le retrouver sur toutes les plateformes de podcast dignes de ce nom comme Deezer, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, etc. Tu peux aussi retrouver tous les portraits des créateurs qu'on a interviewés sur www.voyage-en-roue-libre.com/podcast. voyage-en-roue-libre.com/podcast. Tu verras plein de créateurs très cool. Allez, c'est parti! Nous, c'est Clem et Mumu. On s'est lancé 2 défis. Le premier, convertir un autobus jaune en cinébus et studio de création pour notre projet Les Petits Aventuriers. Le second, c'est de t'aider à devenir toi aussi un créateur nomade. Si tu veux en savoir plus, abonne-toi. Salut Enzo, bienvenue sur le podcast. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Comment tu vas aujourd'hui ? Salut, ça va super bien, merci de m'avoir invité surtout. En fait, on t'a invité parce qu'on a découvert ton travail sur Instagram et on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on te parle parce que t'as un profil super intéressant. T'as réussi à te démarquer en photo et à développer une identité très très forte qui donne envie tout de suite de vouloir faire appel à toi pour avoir son portrait. D'ailleurs, j'ai vu aujourd'hui sur une story que t'avais ouvert des créneaux pour un shooting à Nantes et qu'en moins de 5 heures, t'avais tous tes créneaux du jeudi qui étaient bookés, donc tu fais mieux que les rockstars. Toi, t'es direct, tu places la barre très haut. Donc on va essayer de décortiquer un petit peu toute ta démarche et de comprendre ton parcours pour montrer un peu aux autres créateurs, aux autres photographes, un peu comment tu peux te démarquer dans un monde qu'on dit un peu saturé et surtout un peu creuser dans ta manière de travailler et dans ton univers en fait. Donc pour commencer, on va faire une question très simple. Est-ce que tu peux te décrire en 3 phrases quel est ton nom, ton âge, d'où tu viens et quelle est ta fameuse spécialité ? Alors, je m'appelle Enzo Lucia, j'ai 25 ans. J'habite et je suis né en fait à Chalon-sur-Saône. J'ai décidé récemment de revenir vivre ici, enfin en point fixe en tout cas quand je suis pas sur la route. Donc ma spécialité en photo, c'est la technique du collodion humide, qui est une technique qui date de 1850. Donc un procédé ancien qui a 170 ans maintenant. C'est de la photographie en fait sur plaque de verre ou plaque de métal, comme ça se faisait exactement à l'époque. Qu'est-ce qui t'a poussé vers cette spécialité ? Parce qu'il y a plusieurs techniques anciennes, tu t'es focalisé sur celle-là. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce qui t'a poussé à aller vers ça et comment tout a commencé ? Alors moi déjà j'ai eu un coup de foudre énorme pour cette technique-là qui fait ressortir des choses vraiment uniques dans le regard des gens, dans le visage des gens et qui les met en valeur d'une certaine façon. C'est surtout aussi des images qui vont être intemporelles pour la plupart, qui vont être très dures à dater. Et c'est aussi les seules œuvres photographiques qui vieillissent pas dans le temps. On n'a pas d'altération de rendu. Maintenant, on a une observation de plus de 150 ans en fait sur des plaques d'époque. Moi, j'en ai moi-même chez moi en archive parce que je collectionne, j'adore ça. Et elles ont pas du tout bougé, ou alors des fois elles ont mal été transmises et du coup il y a des rayures, mais on n'a pas d'altération en fait des blancs ou quoi, comme on peut avoir sur des tirages papier, même de très bons tirages. Malheureusement, au bout de 50 ans ou quoi, on va avoir des blancs qui jaunissent ou des noirs qui vont tirer sur des gris. Donc vraiment, ça a été vraiment le gros coup de cœur pour moi. Ça a été de pouvoir créer des œuvres qui sont uniques, impossibles à reproduire parce qu'on crée qu'une seule photo et qu'elle reste dans le temps. Ramener aussi une tradition qui est la tradition de se faire tirer le portrait, qu'au final on fait plus du tout. Donc moi ça a vraiment été le gros coup de cœur. Et après à côté de ça, ça fait déjà 15 ans quand même que je fais de la photo. Énormément d'argentique, énormément d'heures en labo, donc du tirage sur du papier, tester toutes les pellicules photo inimaginables, du Polaroid, des transferts d'émulsion, des techniques alternatives au final de tirage photographique.
jusqu'à en fait en tirer de plus en plus vieux et arriver au collodion humide. Et est-ce que tu avais fait une formation ou tu as vraiment tout appris par toi-même, que ce soit de l'argentique ou la technique du collodion? Alors moi, j'ai vraiment jamais fait de formation. J'ai toujours appris moi-même petit à petit, en plus du boulot que j'avais à l'époque, jusqu'à vraiment me focus, arrêter de travailler et me dire, OK, je vais me concentrer là-dessus, essayer de comprendre vraiment la technique, faire ça tous les jours et tout. Et en fait, petit à petit, on va dire que je me suis glissé dans le métier de la photo, sans vraiment m'en rendre compte au début. C'était assez surprenant, mais C'est-à-dire, cool. comment t'as fait? Bah, en fait, moi, ça a toujours été la photographie. Ça a toujours été, on peut pas vivre de la photo, de moins en moins. Il y a plus de place, c'est saturé. Et surtout que tu vois qu'il y a une quantité d'artistes, surtout quand tu vas sur les réseaux sociaux, qui envoient franchement du lourd, qui font des trucs formidables. Mais c'est vraiment une quantité de dingue. Et en fait, en découvrant cette technique du collodion humide, moi j'étais déjà connu par rapport à mon travail en argentique, mais vraiment très très peu. Je veux dire, ça représentait vraiment pas beaucoup de personnes qui me suivaient pour ça. Et en fait, la technique du collodion a vraiment suscité la curiosité des gens. J'aimais beaucoup partager en fait mes expériences déjà en fait sur Instagram. Et j'avais énormément de réactions, des gens qui ont commencé à me dire waouh, mais c'est ouf, c'est quoi, on veut en savoir plus et tout. Des demandes en fait de gens tout simplement qui m'ont dit hey, mais moi je veux mon portrait et tout, bon, surtout des potes au début. Et en fait, petit à petit, c'est venu très vite. On m'a proposé de bouger à Lyon en fait, de monter un studio dans un appart qui était en travaux de quelqu'un. Il me dit bah voilà, moi je veux mon portrait, après tu fais ce que tu veux pendant 2-3 jours, tu peux tirer des portraits d'autres gens. Donc ça s'est fait, donc il y avait les échafaudages, c'était un bordel monstre. J'avais un appareil photo qui était complètement déglingué, que j'avais ramené de Montréal parce que je venais de rentrer de Montréal quand j'ai appris à faire tout ça. Et j'avais ramené une chambre photographique que ma colocataire m'avait trouvée dans un lot de taxidermie. Enfin, c'est une histoire de ouf. Genre, c'est vraiment été le coup de chance que je trouve cette chambre parce que c'était complètement au-dessus de mes moyens. Et j'ai commencé à m'en servir alors qu'elle était mais flinguée. J'avais mis du scotch et tout pour pas qu'il y ait des trous dans le soufflet. J'avais pas de trépied, donc c'était un escabeau le trépied. Donc ça avait aucun sens, mais en tout cas ça marchait et j'arrivais à avoir un résultat cool. Ce passage à Lyon, il a suscité genre encore plus de demandes. J'ai eu des demandes pour aller à Rennes. Après j'ai eu des demandes pour bouger à Lille. Je retourne à Lyon. Et en fait petit à petit j'ai fait OK, là en fait on commence vraiment à avoir de plus en plus de monde qui s'intéresse. Là, ça serait cool de vraiment monter un studio, d'investir plus dedans, d'arrêter d'être gypsy à fond parce que bah, voilà, je savais pas trop si vraiment j'allais continuer de faire ça ou pas. Et là, vraiment, je me suis dit, ouais, c'est trop bien en fait, faire un studio qui va aller sur la route et tout. Et en faisant des recherches, j'ai fait, mais c'est énorme, en fait, ça existait déjà en 1860. Et la personne que tu as rencontrée avec son appartement qui te l'a prêté comme studio, c'était quelqu'un qui te suivait? Comment ça s'est passé? Ouais, alors c'est une amie en fait de potes en commun qui doit avoir, je sais pas, 35 ans maintenant, et qui suit mon travail. Et j'avais shooté la fille d'un pote à elle, et du coup, Du coup, elle a c'est par fait, le ouais, réseau. moi je veux que tu viennes, ouais, c'est ça. Et ça s'est vraiment fait naturellement, quoi. Et moi, je trouvais ça cool. Je fais, OK, let's go, on va faire ça dans un appart, quoi, ça va être drôle. Et en vrai, c'était ouf, quoi. C'est trop bien. Et qu'est-ce qui, à ton avis, donne envie aux gens qui se font tirer le portrait d'avoir leur plaque et d'être photographiés par toi? Bah, déjà, je trouve que la démarche de base, au début, j'étais en mode genre, ouais, est-ce que les gens vont vraiment passer le cap et se dire, OK, je vais m'offrir une photo de moi. Donc, un portrait, c'est quand même quelque chose qui, voilà, de nos jours, on hésite à faire parce que je sais pas, c'est un peu dur de se dire, ouais, je vais faire une photo de moi, quoi. Et donc, je pense que le fait de se dire, ça va être une œuvre qui est unique, que je vais éventuellement transmettre, les gens vont la garder peut-être chez eux un moment, puis l'offrir plus tard ou directement l'offrir. C'est des choses qui vont rester, qui vont montrer des choses très particulières dans le visage, des marques, par exemple, si on a des cicatrices ou même des taches de rousseur qu'on va pas voir certains moments de l'année. Par exemple, l'hiver, on les voit pas trop, les taches de rousseur. Moi, si je te shoot avec la technique, on va vraiment avoir une explosion des taches de rousseur. Ça réagit en fait avec les pigments de la peau brun et c'est assez extraordinaire en fait. Ça vient chercher vraiment des détails assez dingues. Moi, j'ai une installation qui est très particulière
d'éclairage et c'est un combo un peu éclairage et de recettes chimiques que j'utilise qui va fixer des choses dans le regard qui c'est assez intense. Il y a aussi un côté expérience. Moi, j'aime bien prendre le temps avec chaque personne d'expliquer de A à Z comment on va commencer la photo, comment ça va se passer. On va préparer la plaque ensemble, on va la développer ensemble et on va la voir apparaître. Donc c'est vraiment assez unique au final toutes ces étapes-là. De revoir ce procédé en marche est quand même carrément cool. Les appareils photo, c'est quand même, j'utilise un appareil qui est de 1910. Donc c'est quand même chouette de se retrouver en face de ça. Souvent la réaction des gens c'est waouh, c'est assez imposant, mais c'est trop bien quoi. Ils veulent voir à l'intérieur. J'aime bien montrer parce que en fait dans une chambre photographique on se met le drap par dessus et on voit absolument tout à l'envers. Si moi je vais en bas, ça va en haut, mais je vois ta tête aussi à l'envers. Donc c'est assez unique de voir en fait le pré-focus là-dessus quoi. Donc il y a un côté vachement expérience en plus de repartir avec son portrait. Parce qu'en fait, c'est vraiment une expérience complète pour le client qui n'est pas juste bonjour, je voudrais une photo pour mon LinkedIn. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, tu les fais passer de l'apprentissage, de l'expérience, puis après, ils ont un objet unique et qui va durer dans le temps, un peu comme une empreinte indélébile de leur passage, si on peut dire ça comme ça. C'est exactement ça. Ouais. Tes clients, ils te choisissent pour l'expérience autant que pour le résultat, j'imagine, d'avoir le portrait. Ils veulent un petit peu... Je pense de plus en plus, ouais. J'essaye de partager de plus en plus sur les réseaux sociaux, d'expliquer en tout cas et de montrer aux gens que voilà, je fabrique mes chimies, que si tu viens, on va faire ça ensemble. Je pense que maintenant les gens le comprennent vraiment et le voient en fait. Okay. Y a aussi beaucoup de bouche à oreille quand je vais dans des villes et tout et que je repasse dans les villes. J'ai vraiment des gens qui font ouais, j'ai un pote qui est passé, tac, j'ai pris rendez-vous et tout. Donc ouais, je pense que il y a des deux en tout cas. Et tu nous disais là que justement tu avais un équipement qui était assez conséquent. Tout en déplaçant dans les villes et tout, comment ça se passe? Parce que j'imagine que ça doit pas être simple à transporter tout ça. C'est du vieux matériel aussi qui est fragile. Comment tu gères ce côté-là? Alors, c'est une sacrée organisation en fait. Chaque arrivée dans une ville, c'est une sacrée logistique. Souvent, les endroits qui m'accueillent s'en rendent pas du tout compte. Et par téléphone, généralement, je leur dis ouais, voilà, je vais avoir besoin de 3 mètres par 4 mètres avec un accès à un évier pas loin et l'accès à l'électricité. Donc, comme ça paraît simple. Et en fait, à chaque fois, les lieux sont là, genre, ouais, il n'y a pas de problème, Enzo, on a trop hâte de te recevoir, c'est cool et tout. Et t'arrives, en fait, il y a un bureau et une étagère, machin, mais dans 3 par 4 mètres. Et je fais, non, il me fallait 3 par 4 mètres vite, quoi. Et là, ça devient vite le bordel où il faut souvent déplacer toute une pièce entière. En plus, moi, je dois installer tout mon matériel. Généralement, je pense que tu vois les rues en France, dans les 3 quarts des temps en centre-ville, c'est un enfer pour décharger. Genre, tu peux pas passer à 2 voitures, du coup, t'es en warning, sauf qu'il faut décharger tout, le studio, faut quand même faire attention aux matos fragiles. C'est ça. Rien que les caisses de plaques de verre, déjà, c'est extrêmement fragile. Donc souvent, c'est une organisation, voilà, j'essaye de regarder sur Google View comment je vais arriver et tout. Bon, généralement, il n'y a pas grand-chose à regarder, mais à part se dire, je vais me mettre en warning, puis les gens vont klaxonner. Après, ce qui est cool, c'est que les gens qui m'accueillent mettent toujours à décharger. C'est arrivé plusieurs fois que j'ai un assistant. Donc, j'arrive avec quelqu'un qui m'aide. Parce qu'il y a un gros taf de logistique, effectivement, le temps de décharger le van, d'installer le studio, d'installer une chambre noire, parce que je dois installer un labo à chaque fois, sur les lieux. Donc ma spécialité aussi, c'est un peu ça, c'est de m'adapter un peu à n'importe quel endroit, s'il y a un minimum de place nécessaire, pour installer un studio et un labo photo, et pouvoir faire un peu ça un peu partout. Et qu'est-ce qui motive les gens qui t'invitent? Donc par exemple, déjà, quel type de personnes t'invitent dans ces locaux pour ce type d'intervention? Et à ton avis, qu'est-ce qui leur donne envie de t'accueillir et de devoir tout déménager chez eux pendant que t'es là? Déjà, en première partie, c'était que les gens qui m'ont accueilli, qui m'ont demandé de venir, ils voulaient absolument leur portrait en fait. Et ils ont dit, ok, tu viens, comme ça t'es là, puis on va le faire. Puis après, tu fais ta vie si tu veux faire d'autres portraits. Et en plus, ça va créer une activité super cool dans le shop. Et c'est clair qu'à chaque fois, enfin, je veux dire, le studio est esthétique. Je le fais majoritairement dans des endroits, franchement, enfin, jusqu'à maintenant, dans des endroits qui sont super beaux, avec une bonne déco, avec une cool vibe, dans plusieurs trucs. Dans plusieurs shops différents ou ateliers. Je suis énormément suivi par la scène des tatoueurs, donc des artistes tatoueurs qui me soutiennent à fond. C'est vraiment grâce à eux, on va dire, que le studio il en est là. Okay. Franchement, j'ai été beaucoup invité. Genre, tu regardes mon agenda,
Sur 10 dates, je dois être 8 fois dans un shop de tatou. Ok. Ce qui est cool en fait avec ces lieux-là, moi c'est quand même une scène que je fréquente, donc je pense que tu as pu le voir, j'ai quelques tatouages. Euh, Ce qui est cool avec cette scène-là, outre le fait qu'à la base c'était déjà pour beaucoup des amis à moi, c'est que c'est des gens qui sont très sensibles à l'art, qui ont directement capté ce que je faisais, voire qui connaissaient déjà la technique et qui quand ils l'ont vu m'ont dit waouh mais c'est trop bien, je savais pas qu'on pouvait encore le faire, donc nous on veut. On voudrait t'accueillir. Généralement, voilà, les shops sont d'une déco unique, clairement. Tous les shops où je vais, clairement, ils ont des œuvres d'art de partout. C'est super beau. Il y a une ambiance cool. Il y a de la musique cool. Et le souci des shops de tatou, c'est que tu mets pas les pieds si t'as pas de rendez-vous ou si tu veux pas tatouer. C'est vrai que tu vas pas trop en mode genre je vais rentrer ici parce qu'il y a de la lumière. Même si les tatoueurs, franchement, sont adorables. C'est juste que c'est vrai que moi, le premier, je vais pas dans les shops de tatou que je connais pas, juste pour regarder les lieux. Donc, ce qui est cool, c'est que ça permet aussi de faire venir les gens pour autre chose que du tatou, découvrir le shop et en plus, souvent, bah voilà, parler avec des artistes et puis, je sais pas, des fois, ils se disent genre, ok, je vais peut-être venir ici me faire piquer ou quoi. Donc, ça, c'est cool. Après, je l'ai fait avec des marques de fringues super cool. Enfin, une marque en particulier qui s'appelle Piece of Chic, qui est vraiment cool. C'est un indépendant qui fait lui-même ses petites lignes de vêtements. Donc, il avait un super beau showroom. On a invité, on a fait une petite soirée genre apéro et tout. Et en même temps, je tirais du portrait. Ça, c'était cool. Je l'ai fait dans une boutique de lunettes. Un mec qui reprend des montures de lunettes d'époque et qui les refait à ta vue et en solaire. Donc, il y avait une super bonne énergie, en fait, entre nous. C'est devenu vraiment un bon ami à moi. Donc, voilà, c'est tout le temps des lieux assez comment dire, entre l'artisanat et artistique, au final, qui vont... avec qui je vais collaborer jusqu'à maintenant. Je l'ai même fait dans une friperie, voilà, où elle vendait un peu tout. Une amie à moi, c'était carrément cool aussi à Lyon. Là, je vais le faire dans un atelier de moto qui fait café dans pas longtemps. Donc, tout le temps dans des lieux assez cool. Et voilà, je pense que il y a plusieurs raisons que ces lieux veulent me faire venir. C'est non seulement le côté esthétique, le côté aussi que bah, forcément, on va faire des images ensemble avec le lieu. C'est un peu, je veux dire, comment dire, c'est un peu ma façon de les remercier, de m'accueillir, tu vois. Et puis franchement, moi, m'adapter à chaque fois à un différent lieu, à chaque fois être dans des différents décors. Maintenant, c'est vraiment devenu que je dis aux gens, voilà, je vais débarquer là, on a vraiment un studio qui est unique. Je sais pas, on va arriver, en fait, comme là, par exemple, j'étais à Toulouse la semaine dernière, je suis arrivé, j'avais un gros mur en briques rouges. C'était mortel, quoi. Moi, je peux pas voyager avec un mur en briques rouges, tu vois. Genre, c'est quand j'installe un fond de studio, j'installe un fond blanc ou un fond noir, c'est assez basique. Ça marche super bien. Mais il y a dans des lieux où tu arrives, tu fais waouh, c'est trop bien, le fond il est, je sais pas, en bois, où il y a un mur qui est vide, et en fait, du coup, ça crée des studios uniques à chaque fois. Là, par exemple, à Nantes, où je vais aller, tout l'endroit où ils taffent, où ils travaillent, tout le toit, c'est une verrière, donc c'est que de la lumière naturelle, c'est assez beau, c'est très lumineux. Donc, c'est encore aussi un endroit qui sera unique, quoi. Et justement, au niveau des lumières, tu gères ça d'habitude avec du matériel je veux dire, de photographes d'aujourd'hui ou Ouais. de photographes à l'ancienne? Alors, non, c'est un peu entre deux. Alors, à l'ancienne, totalement comme à l'époque, c'est impossible parce qu'ils utilisaient des flashs au magnésium. Je pense que tu as déjà vu dans les films, tu sais, ils font Oui. claquer le truc, ça fait de la fumée. Donc, ça, non, parce que les mecs, ils en mouraient. Donc, on le fait plus. Par contre, j'utilise des flashs qui sont assez vieux, qui sont des années 80-90, parce que la chimie ne réagit uniquement à un certain spectre de lumière. Donc il y a un spectre en fait dans la photographie. Donc c'est souvent sur les appareils la digital, c'est les trucs Kelvin. Et en gros, ça réagit que à partir de 6500 Kelvin. Donc c'est une lumière qui est très chaude, qui correspond à l'UV en fait, presque. C'est à peu près la température de lumière du soleil, pardon. Et en gros, tout le matériel récent qu'on te vend ne le permet pas. Ok. Donc tu peux pas t'acheter, enfin tu peux t'acheter une puissance phénoménale de flash récent et tu auras une image toute noire, ça marchera pas. Donc il faut réfléchir à ça, il faut trouver des matos qui est anciens, il faut savoir un peu les bricoler parce qu'évidemment ils tombent à fond en panne. Les ampoules, dès que tu en trouves, vaut mieux que tu les achètes et que tu les stockes parce que ça se fabrique plus. Donc voilà, et c'est tout ce cumul au final qui fait que ça fonctionne bien. Et est-ce que quand tu t'es lancé, tu as eu des moments un peu où tu as fait des erreurs, des choses qu'aujourd'hui tu referais pas? Ah bah ouais, grave. Grave. Rien que déjà, la partie la plus dure, selon moi, c'est la chimie. Avant de savoir faire une photographie au collodion, il faut savoir fabriquer ta chimie.
Donc moi je suis pas du tout chimiste hein, de base. Donc voilà, t'étudies un peu qu'est-ce qui se fait comme formule. Des formules, il en existe plein. C'est à toi de trouver celle qui te correspond. Moi j'ai choisi d'en faire une exclusivement où tu enlèves tous les produits cancérigènes en fait dedans. À l'époque ils utilisaient du lithium et de l'ammonium, donc ultra cancérigène. Je sais qu'il y a quelques artistes américains qui continuent d'utiliser ça. Donc après bon, c'est les États-Unis, hein, ils font comme ils veulent. mais, mais voilà, moi j'ai choisi de fabriquer que des chimies qui sont pas du tout cancérigènes, qu'on peut respirer sans masque, même pour une majeure partie qui passe dans les eaux usées. Donc ça c'est un gros plus, ça évite de stocker des bidons et des bidons de chimie. Voilà. Ça c'est vraiment la partie la plus dure et c'est la partie qui m'a causé, on va dire, le plus de soucis. Il y a deux chimies principales qui sont complexes. Il y a un bain qui s'appelle le bain de nitrate d'argent. Donc, c'est des vrais sels d'argent. C'est ce qui permet de sensibiliser à la lumière quelque chose. Donc, ce bain, il demande un entretien qui est énorme et constant. C'est un bain qui est extrêmement coûteux aussi parce que tu achètes des sels d'argent. Il faut tout le temps l'entretenir. Donc, il faut faire évaporer s'il y a des restes d'alcool, des résidus d'alcool dedans. Il faut énormément le filtrer, mais le filtrer très, 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 très finement. Lui faire des bains de soleil UV pour que les impuretés s'en vont et que tu le refiltres derrière. Donc, il y a un gros entretien en fait en amont. Des bains de chimie, de la fabrication aussi. Donc ça m'a mis pas mal de fois dans des galères au tout début parce qu'en fait, il suffit de plein de choses. Il suffit d'un saut de température dans ton transport et tu as une chimie qui va complètement changer de propriété et qui va presque être morte des fois. Il suffit d'une impureté dans l'air qui tombe dans le bain de nitrate en particulier. Et ça peut foutre bien le bordel. Et le problème, c'est qu'une fois que tu es sur le studio, tu voyages plus avec toute ta verrerie, avec tout ton système de filtration ou quoi. Le but, c'est de voyager léger avec tout le studio. Et donc voilà, là au début, ça m'a causé des sacrés soucis. Notamment une date que j'ai fait à Rennes où j'ai été accueilli pour la première fois à un événement public où j'étais trop content et tout. Et j'étais encore pas assez formé, on va dire, en termes de chimie. J'avais pas encore eu assez de soucis pour savoir que ça pouvait arriver. Et en fait, j'avais mon bain de nitrate d'argent qui était complètement mort et je pouvais rien faire sur place. Il y avait énormément de gens qui m'attendaient. L'endroit m'avait fait une communication vraiment cool. Du coup, il y avait vraiment beaucoup de gens qui m'attendaient. Malheureusement, j'ai pas pu du tout travailler. C'était une de mes premières dates, alors ça m'a mis quand même une grosse claque, autant sur la motivation du studio que financière, parce que c'était vraiment le tout début. Ça devait être genre vraiment ma deuxième date. Ah ouais. Comment t'as géré ça avec les organisateurs Les organisateurs, ils ont été hyper compréhensibles de la situation. Je leur ai dit que vraiment, voilà, je me retrouvais face à ça, qu'on pouvait pas faire grand-chose malheureusement. J'ai essayé de... Alors après, voilà, j'ai un peu joué quand même au stand à faire des Polaroids et des transferts d'émulsion, ce qui est pas censé... ce que je fais pas forcément en fait dans le studio. Et en fait, ça a quand même amusé, ça a quand même fait de l'activité. Les gens avaient quand même quelque chose à voir sur le stand ou quoi, mais si tu veux... Voilà, j'ai joué le jeu pour quand même parler avec les gens, interagir un peu avec eux et tout. Mais du coup, le studio n'a pas du tout fonctionné sur cette date-là. Et après, j'ai eu par exemple un autre souci. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était cet hiver. Je prenais en photo des gars dans un atelier de moto. Donc ça va, c'était plutôt entre nous, c'était pour une série perso et j'ai jamais réussi à sortir une plaque, aucune image venait dessus. Et après genre vraiment une enquête recherchée, enfin poussée de pourquoi rien n'allait, alors que pourtant là je commençais à être vraiment au taquet sur mes connaissances de chimie et tout. Il s'est trouvé que c'était mon fournisseur qui en fait m'envoyait des sels chimiques qui étaient mauvais en fait. Elle savait même pas ce qu'elle envoyait en fait. Ah ouais. Et du coup, ça a créé un bordel monstre, mais ça a pris quand même plus d'un mois et demi avant de comprendre pourquoi je pouvais plus faire une seule image. Donc ça a été un stress énorme parce que je voyais des dates qui allaient commencer à arriver. Je me disais, ok, là ça va pas, je peux plus fabriquer de chimie et tout. Et j'ai changé de fournisseur et j'ai tout compris en fait. Waouh. Ok, d'accord. Ça doit pas être facile parce que vu que c'est une spécialité qui est quasiment disparue en fait, c'est vrai que tes fournisseurs ou interlocuteurs comprennent pas forcément ce que tu fais quoi. Ouais, alors que maintenant il existe des fournisseurs de sels chimiques spécialisés pour la photographie, donc ils savent à peu près pourquoi tu l'achètes. Alors moi j'achète en majeure partie quand même dans des grossistes pharmaceutiques. C'est un mix en fait entre les deux, j'achète un peu à droite, un peu à gauche. Maintenant j'ai testé plein de fournisseurs, plein de formules.
je sais en qui maintenant j'ai vraiment confiance, qui a un vrai contrôle qualité, et ceux que c'est trop douteux, que voilà, des fois ils emballent un truc, ils savent plus ce qu'ils ont emballé. Et puis... Ah ouais, d'accord. Ça, c'est la petite galère, même si toi, t'es hyper, en fait, t'es hyper rigoureux, c'est Ouais, ça le mot? ouais, ouais. Ouais. Et ben, malgré ça, si en amont, on t'a filé quelque chose qui va pas, malheureusement, tu vas chercher pendant hyper longtemps avant de trouver le souci. Donc en fait, toi, tes difficultés, ça s'est vraiment plus posé d'un point de vue technique, mais par rapport à ton activité professionnelle en tant que telle, en tant que relation client, etc., tu as toujours eu finalement une bonne... ça a coulé ou tu as eu des moments où c'était plus difficile? Euh, j'ai pas vraiment eu de moment où ça a été plus difficile. Je suis quand même quelqu'un qui est très, comment dire, très déterminé. Donc, j'ai quand même essayé de résoudre les problèmes au plus vite. Donc, ça a pris un peu de temps, mais au tout début, j'y suis allé vraiment très doucement aussi avec le studio. Je me mettais qu'une seule date par mois. Donc, j'avais le temps aussi de retomber un peu sur mes pattes, de vraiment restructurer le studio, voir ce qui allait pas, éventuellement le compléter. Si je voyais que ouais, je manquais un peu de lumière comme ça, qu'est-ce que je pouvais aller chercher de plus. Euh, En fait, je dirais les 6 premiers mois du studio, même s'il existait déjà, j'étais encore dans une partie de recherche assez intense sur encore les recettes de chimie, toujours plus stable, plus qualité en fait. Et après, je me suis vraiment relancé sur la route. Au début, j'ai complètement trop enchaîné. Au début, j'étais en mode genre, waouh, je suis trop content. Forcément, ça avait créé de l'intérêt sur les réseaux sociaux. Les gens étaient très curieux. Et je m'étais mis comme un événement tous les week-ends pendant genre 2 mois. Et en fait, au bout de 2 mois, j'étais complètement sur les rotules. J'ai fait, non, mais c'est un truc de malade, c'est impossible à tenir. Sachant que bah, je faisais les dates, je dormais dans mon van, je repartais, je faisais les dates et des fois je dormais dans mon van avec le studio, ce qui tenait pas du tout en fait, ça allait pas du tout. Mais en vrai, c'était hyper intense, ça a été hyper violent en termes de fatigue, mais c'était énorme, hein. C'était hyper cool, ça s'est bien passé. J'ai eu des dates vraiment cool, j'allais dans des shops, j'allais sur des festivals au public et tout, et là j'ai vu tous les inconvénients, les intérêts des différents endroits quoi. Donc dans les shops au public, c'est assez cool. Dans les festivals, bah c'est pas mal, mais sauf que arrivé fin de journée, t'as tout le monde qui est bourré, qui font n'importe quoi, donc Ah c'est ouais. hyper dur. Donc après au bout de ces 2 mois-là, je fais ok, là, on prend un peu une pause et j'ai fait le tri un peu de comment vraiment je souhaitais bouger avec le studio, sous quel rythme, dans quel genre d'endroit, sous quelles conditions et tout. Et là, maintenant, je pense que j'ai un peu trouvé mon rythme. Je fais 2 dates par mois maintenant, ce qui correspond en gros à un déplacement tous les 10 jours, en fait. Donc, ça me laisse maintenant, j'ai environ, pour préparer une date de 3 jours, j'ai environ 3 à 4 jours de préparation. Donc, de chimie, de découpe de plaques. Il y a toujours des choses à réparer, il y a toujours des choses à nettoyer, des choses à retrouver aussi, des pièces détachées, des machins. Donc en gros, j'essaye de faire ça, voilà, 2 dates par mois. Je pense que c'est pas mal. C'est ce qui se passe en tout cas là pour le retour du studio de septembre jusqu'à fin décembre. Ok. J'ai des dates vraiment tous les 10 jours à peu près. Il y a juste des fois où ça va vraiment s'enchaîner à 3 4 jours près parce que par exemple, quand je vais faire Lille, je vais aller à Bruxelles vu que je suis à côté. Je continue, ça m'évite de faire des allers-retours. Euh, et c'est tout, voilà. Il va y avoir aussi un petit Lyon-Annecy parce que c'est à côté. Donc, t'essayes de booker au mieux. Après, c'est hyper dur en organisation parce qu'il faut que les lieux soient disponibles quand les dates se suivent et tout. Donc, faut bien créer l'agenda, savoir à quelle heure toi tu vas arriver exactement avec le véhicule sur les horaires du lieu, que tu vas pouvoir décharger, qu'ensuite de ça, il faudra mettre le van quelque part. Par rapport à ça, tu disais que ça t'était arrivé d'avoir un assistant. Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de faire un peu grandir ton entreprise, avoir plus de monde pour t'aider justement à développer ton projet? Alors ça, c'est un peu ouais, la réflexion actuelle. Ça a failli se faire en fait récemment. En fait, j'en suis vraiment à la deuxième personne qui me suit vraiment en tant qu'assistant. J'ai eu d'abord en fait, c'était automne dernier avec l'hiver. J'ai eu un gars du New Jersey qui est venu en fait, un Américain qui voulait apprendre la technique. Et je lui ai dit ok, bah vas-y, je te loge et puis tu me suis sur la route, mais bon, tu verras, voilà, on bouge tout le temps et tout, ça va pas forcément être hyper confort ou quoi.
Et en vrai, il a kiffé, ça s'est hyper bien passé et tout. Et juste sur la fin, il en avait un peu marre et du coup, il est reparti aux États-Unis. Mais maintenant, en tout cas, il fait ça aux États-Unis, il fait ça donc du côté de chez lui. Après, il jongle avec plein d'autres techniques photo. Lui, il est moins sur le côté j'ai envie d'avoir un studio vraiment comme ça. Mais en tout cas, il a appris la technique et franchement, il fait des photos super cool maintenant. Ça fait carrément plaisir. Et après, j'ai récemment, c'est mon meilleur ami en fait, Valérian, qui lui fait de la photographie argentique. Et là, pour le coup, il habitait avec moi pendant ces 4-5 derniers mois. Donc on a vraiment énormément bossé ensemble sur le studio, sur sa communication, sur sa façon de s'organiser. Lui, il est beaucoup plus à l'aise en fait sur les ordinateurs, sur l'orthographe aussi, parce que moi, je sais pas du tout écrire. Les gens qui me suivent, à mon avis, vont bien rigoler. J'écris vraiment mal, genre tous mes posts, il y a des fautes et tout. Donc voilà, il m'a beaucoup aidé sur cette partie-là. Et je lui ai dit, ok, je te forme si tu veux pour en shooter en fait, pour shooter des plaques. Ça pourrait être nice que de temps en temps, on puisse bosser vraiment à deux sur des événements et tout, et se libérer plus de temps à deux quoi. Et donc il a essayé et il trouve ça trop dur. Il veut pas en faire plus. Alors peut-être qu'il voudra s'impliquer un peu plus tard, mais en tout cas lui ça lui plaît de s'occuper de la partie un peu logistique pour le moment. Donc il m'aide à distance parce que maintenant il est parti vivre à Bordeaux, donc c'est assez loin de chez moi. Et il me rejoint sur certaines dates. Par exemple, à Toulouse, là, il m'a rejoint, il m'a grave aidé pour monter le studio, il m'aide des fois pour vernir des plaques. En fait, il y a plein de gestes qu'il sait faire qui, moi, me fait gagner un temps de malade mental. Il m'aide. Alors après, voilà, je brusque pas non plus le truc, mais, euh, mais en tout cas, il sait qu'il est le bienvenu pour le studio, il sait qu'il y aura quelque chose à faire pour lui. Donc après, ça, c'est à voir. Après, est-ce que je vais former d'autres gens? Tu désespères pas de le convaincre de t'en rejoindre? Non, non, bah, en fait, je sais qu'il voudra pas shooter, en fait. Donc, et ce qui est pas si grave, parce qu'au final, je pense que les gens viennent me voir moi pour la photo. Après, comme il m'a déjà expliqué, il kiffe en fait juste la vie du studio, l'installer, les gens qu'on rencontre, toutes ces choses qu'on met en place, et puis toutes les choses que je souhaite mettre en place, parce que j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses qui arriveront petit à petit. Sauf que je suis tout seul, c'est assez dur, et grâce à son aide, au final, on débloque beaucoup plus de choses qui vont beaucoup plus vite. Rien que pour le booking du studio, avant, je répondais absolument à tous les messages des gens, à toutes les demandes, de répéter tout le temps les mêmes choses, de voir avec eux quand est-ce qu'ils sont disponibles et tout. Et ça prenait un temps qui était monstrueux. Et lui m'a installé en fait un système de réservation qui s'est mis sur mon site. On l'a testé, on a fait le lancement hier d'ailleurs pour Montpellier et Nantes. Et en vrai, bah, là, c'est une charge de travail qui est énorme, qui m'a libéré, chose que moi, faire mon site internet, clairement, je ne sais pas le faire. Donc, donc voilà, c'est ça par exemple, moi ça me fait gagner un temps de dingue. Et en plus, les gens sont autonomes, ils ont toutes les informations. Au final, on se retrouve à se rendre compte qu'ils n'ont pas forcément besoin qu'on s'échange 10 messages pour savoir quel dispo j'ai, quand eux ils sont dispo. Enfin, ça c'est cool quoi. Ouais, Carrément. bah, à partir d'un moment, faut commencer à un peu automatiser certains trucs, à essayer de Bah ouais, déléguer. ouais. Sauf qu'au tout début, tu t'en rends pas trop compte et après, bah, tu te retrouves avec des listes de demandes et de messages interminables. Et du coup, Bah bah, après, c'est ça, quand t'es rendu, que t'es submergé de travail, après, c'est difficile de prendre le temps de déléguer, en fait, tu vois. ouais, c'est clair. Ouais, c'est un souci qu'on a aussi de réussir à voir, tu sais, quelles tâches tu mets de côté, quelles tâches tu gardes. Et puis, on voit que t'avais un peu envie de déléguer aussi la partie shoot à Valérian, mais tu te dis en même temps, c'est aussi mon truc. Ouais. Bah, je pense que la partie shoot, c'est vraiment complexe de la déléguer en fait à un autre artiste au final parce que Ouais, c'est je ton pense que œil j'aimais aussi, quoi. vraiment ma façon de voir les gens, de voir mes images et tout. Donc vraiment, si c'était lui qui les faisait, je pense que ça serait, je sais pas, ça serait différent. Il faudrait que ça ait un autre nom, quoi. Ouais. Je pense pas que je pourrais vendre ça en tout cas. Mais par contre, de son aide et tout, je veux dire, il y a énormément d'artistes qui ont des assistants, c'est des tueurs. Et franchement, sans les assistants, il n'y a pas d'image, quoi. Non, c'est sûr. Et justement, toi, parce que là, tu as vraiment un processus qui est quand même assez long. Tu te déplaces vachement, tu as du matériel qui Ouais, coûte c'est super hyper cher et complexe, tout. quoi. Comment tu gères justement pour que ça reste quand même rentable pour toi de faire tout ce travail-là et que ça soit viable? Est-ce que au début ça a été difficile ou t'as assez vite retombé sur tes pattes? Bah, au début, c'était pas si simple. Après, comme je t'avais dit, en fait, au tout début, je me suis bourriné à faire énormément de dates. Donc, du coup, forcément, tu fais énormément de dates, tu vois énormément de gens, tu photographies énormément de gens, donc forcément, tu fais plein de portraits.
Donc c'est cool. Moi, j'ai un peu opté pour une autre logique de ce procédé-là. Je suis pas le seul, je veux dire, je suis pas le seul dans le monde à faire ça. Il y a d'autres artistes qui font la même technique que moi, qui vendent leur travail à un prix qui est complètement différent du mien, beaucoup plus cher en fait. Donc ils ont accès à une clientèle qui est plus, on va dire, élitiste. Enfin, c'est ça, ça le mot. Donc ont plus de moyens en fait. Donc, je ne veux pas dire que mon travail vaut moins ou que leur travail vaut plus. C'est de l'art, hein, on le vend au prix, j'ai envie de te dire, qu'on souhaite. Moi, j'ai préféré le laisser accessible dans le sens où, déjà, je suis jeune. J'aurais voulu que si jamais j'étais pas photographe, que je puisse me le payer. Et également, il y a le côté transmission que j'aime beaucoup, le côté expérience. Si tu le rends peu accessible, au final, tu vas acheter que des mecs qui ont, je sais pas, 40 ans et plus, enfin, du moins qui ont un confort de vie un très bon confort de vie. Moi, j'ai des gens qui viennent, qui ont 16 ans, 18 ans, 20 ans avec leur argent, et j'ai les gens qui ont 50 ans, 60 ans ou quoi. Je préfère rester sur cette gamme de prix accessible, faire vraiment, vraiment beaucoup de monde. Ouais, comme ça, tu as une variété de modèles vraiment importante, quoi. Ouais, en plus, c'est ça qui est cool. C'est que maintenant, j'ai vraiment, je pense, tous les profils de gens. Ça, c'est vraiment cool. C'est assez nice. Et en fait, c'est juste que moi, au lieu de faire 3 portraits dans la journée, je vais en faire 15. Après, c'est mon rythme. J'adore ça, en fait, quand ça va vite, quand ça s'arrête pas du tout et que vraiment, tu arrêtes ta journée, t'es démoli complet, quoi. Et je sais que ces autres artistes-là, ils bossent plutôt avec une personne. Ils font une personne à la journée, mais ils ont rentré presque autant que si moi, j'en fais 15, quoi. Ça, c'est une autre philosophie. Je pense pas que j'en viendrai à là parce que ça m'intéresse moins. J'ai ce côté studio ambulant qui, moi, me tient à cœur. En fait, j'adore ça, bouger dans des villes, dire, hey, je débarque, je suis là pendant 2-3 jours pour faire votre portrait. C'est trop cool, quoi. Je trouve que ça crée vraiment une bonne énergie. Donc, effectivement, ça fait des frais qui sont énormes, surtout en déplacement, parfois en logement. Évidemment, bah, tu es tout le temps sur la route, donc forcément, tu manges tout le temps dehors. Physiquement, c'est assez fatigant parce que c'est pareil, t'es jamais chez toi, tu dors soit dans le van, soit sur des cadapes et tout. T'arrives toujours un peu à bidouiller. Donc, mais en soi, je veux dire, là maintenant, je peux vraiment le dire que je vis de ça. Donc ça, c'est super cool. Euh, et ça a été, on va dire, rentable relativement vite parce que le studio, il a quand même un tout petit peu moins de 2 ans. Donc je veux dire, en tout cas, j'en vis et ça fait moins de 2 ans qu'il existe le studio. Donc moi, je trouve ça hyper bien. En parlant de ça, quand tu as commencé justement à tes débuts, est-ce que par exemple ton entourage était un peu frileux ou en mode mais t'es sûr que tu veux aller vers là? Est-ce que tu as eu des limites ou tu as plutôt été soutenu, encouragé? Comment ça s'est passé pour toi? Ça a été hyper complexe. Au tout début, clairement, personne y croyait vraiment dans ma famille. Mon frère, lui, il a tout de suite trouvé ça cool et tout, mais est-ce que les gens allaient vraiment passer le cap, quoi? Et après, c'est surtout en montrant que je bougeais vachement que là, ils ont compris que effectivement, c'était un métier et tout, quoi. On te dit plus quand est-ce que tu auras un vrai travail? Non, non, non. Après, c'est surtout que dans ma famille, en fait, il y a personne qui bosse dans le milieu artistique. Ils bossent tous dans un garage, en fait, automobile. Donc, bon, c'est une forme d'art, hein, parce que moi, tu me fais réparer un moteur, t'es sûr que je te l'éclate, mais, mais ouais, non, c'était un peu particulier au tout début. Et aussi qu'ils comprennent la démarche et tout. Et maintenant, je peux vraiment dire que j'ai complètement leur soutien. Enfin, vraiment, ils se posent pas de questions sur comment je m'organise ou quoi pour continuer, quoi. Et qu'est-ce qui t'a fait tenir face à ça? Comment tu t'es positionné? Est-ce que c'est ta détermination? Est-ce que tu as eu des mentors aussi qui t'ont un petit peu aidé à trouver du soutien ou... La détermination, j'en ai beaucoup. C'est pas que je m'en fous un peu de ce qu'on me dit, mais si tu veux, si c'est mon idée que j'ai envie de le faire, franchement, je vais aller jusqu'au bout. Ça changera jamais. Et après, moi, j'y croyais à fond. Hein. J'ai jamais douté en ce projet-là. Évidemment, j'ai eu le soutien d'amis très proches et tout qui m'ont dit, mais c'est trop bien, l'idée est trop bien. Ils ont cru à fond au projet. J'ai énormément de gens qui ont porté ce projet-là, qui ont soutenu, qui, voilà, rien que des partages ou quoi, bah forcément, moi, ça aide énormément. C'est pas comment dire, c'est pas un soutien monétaire, il n'y a pas besoin de toute façon. Je veux dire, mais par contre, d'en parler juste à ton pote, d'en parler à ton ami qui, je sais pas, va en parler à d'autres gens, le partager sur les réseaux et tout. C'est ça qui a fait que le studio, il a existé,
pris de l'ampleur et permettent aussi que ça continue, quoi. C'est une belle aventure quand même parce que finalement, tu as fait une transition progressive avec ton studio. Juste pour être sûr de bien comprendre, ça fait 2 ans qu'il existe, mais tu es passé à temps plein il y a 2 ans ou c'était une transition En fait, quand j'ai lancé le studio, je revenais de vivre du Canada. Et donc, j'avais plus de travail. Donc, j'avais pas mal de temps libre. Alors, ça a été, si tu veux, j'ai pris ce truc à cœur sans savoir que ça allait éventuellement être un job, comment dire, définitif, ou du moins que ça allait être ça vraiment que j'allais faire. Je pensais pas exactement que ça allait marcher. J'y croyais, moi, à fond que ça allait plaire. Après, est-ce que vraiment les gens allaient vouloir acheter des choses comme ça? J'en étais pas certain. Et je m'étais quand même donné une petite deadline de me dire, voilà, si sous 3 mois, ça ressemble pas à quelque chose qui peut éventuellement être un projet, je vais me trouver un autre job, quoi. Enfin, je vais me trouver un job, tout simplement. C'est intéressant de voir ça. Et justement, est-ce que tu aurais des conseils pour des créateurs qui aimeraient se lancer en photo et justement en création d'art pour les aider à se lancer dans leur projet? Ouais, si tu avais un conseil à leur partager, ça serait quoi? Ah clairement, de rien lâcher, quoi. De rien lâcher et d'être ultra curieux, quoi. Franchement, le best, c'est d'être hyper curieux. Si t'es assez curieux et que toi, t'as une détermination de dingue, franchement, tu vas y arriver, hein. Je veux dire, moi, j'ai pas eu de formation spéciale ou quoi pour en arriver à fabriquer toutes ces choses ou quoi. C'était hyper complexe quand j'ai mis la tête dedans au tout début. Et en fait, petit à petit, tu décortiques, tu prends du temps et tout. Et t'y arrives, quoi. Donc après, je pense que la détermination, franchement, fera tout et dans n'importe quel projet, en fait. J'ai envie de te dire, quelqu'un qui a vraiment envie de te vendre son projet ou quoi, clairement, s'il a un enthousiasme de dingue et une détermination, les gens vont suivre, hein, de toute façon. Est-ce que tu as des inspirations, des artistes qui t'ont inspiré, un film ou des photographes à partager justement aux personnes qui nous écoutent? Alors moi, j'ai des inspirations, mais pas vraiment par rapport au collodion, enfin, pas par rapport à ma technique au final. Mis à part, quand même Nadar, qui était un portraitiste, en fait c'était des frères, portraitistes et caricaturistes à Paris, qui avaient un studio de portraits vraiment à l'ancienne. Donc là, pour le coup, vraiment, ça a quand même une esthétique qui va un tout petit peu rejoindre la mienne et un peu époque victorienne, fin 1800 et tout. Donc ça, il y a quand même une influence qui clairement peut se ressentir dans mon travail. Et après, en fait, j'ai des coups de cœur surtout pour des artistes qui, moi, vont me laisser des images dans ma tête ou quoi, mais je vais pas forcément m'en inspirer. Par exemple, j'aime énormément le travail de Saliman, qui est une artiste qui a fait de la chambre photographique à l'argentique, au collodion, beaucoup de choses sur les familles qui sont assez impressionnantes de ce que ça peut dégager en émotion. Après, je suis vachement impressionné par des gros projets que les gens vont monter. Il y a un mec, par exemple, qui s'appelle Brendan Barry, qui est un Anglais, qui lui transforme n'importe quel objet, en gros, presque n'importe quel objet, en appareil photo. Et il fait une photo avec. Donc c'est cool, le gars arrive dans Londres, bam, la cabine téléphonique, il en fait un appareil photo. Et son dernier gros projet, c'est il a transformé un étage d'immeuble, c'était à Manhattan, je crois, en appareil photo. Donc, tout simplement, il venait mettre un objectif dans les parois de fenêtres de l'immeuble pour prendre les 4 côtés de la ville. Du coup, il a fait des photos, mais d'un format genre immense. Et ça, c'est hyper impressionnant. J'avais fait la rencontre de quelqu'un au Canada, j'ai complètement oublié son nom, quelqu'un de très âgé qui lui transformait des chambres d'hôtel en appareil photo. Du coup, il louait la chambre et il faisait une caméra obscura et il faisait des tirages assez grands. Ça, par exemple, c'est hyper impressionnant, quoi. Moi, c'est surtout ça qui me plaît, en fait. C'est un mélange entre une motivation assez ouf et puis aussi la technique utilisée parce que ça me parle beaucoup, quoi. Mais, Et justement, est-ce que tu as des projets là pour des choses que tu as envie de faire, de développer et dont tu aurais envie de parler?
Ouais, alors en fait, bah, il y a un format que j'ai du mal à travailler sur la route parce que c'est un format qui est très grand. C'est pour sortir des plaques d'un format 30 par 40, ça représente des A3 en gros. Donc c'est un grand format. Qui dit grand format, ça veut dire l'appareil photo est 2 fois plus gros, le labo photo est 3 fois plus gros. Donc en gros, ça, tu peux pas trop l'installer dans des shops. Donc l'idée, ça serait de taper des plaques encore plus grandes. Euh, En paysage, j'ai déjà commencé en fait. Je me fais des expéditions en montagne ou quoi pour aller shooter du paysage sur ce format-là. Donc ça, c'est cool. Et j'ai un projet aussi de nature morte autour des crânes d'animaux qui représentent en fait bah, déjà la coupe du crâne et qui font un peu penser à des taches d'Orchard ou quoi. Et ça, c'est des projets, des collections en gros que je suis en train de monter, que j'aimerais bien que ça voit le jour en galerie un jour. T'as envie de les présenter en galerie, c'est plus des projets personnels d'art, quoi. Ouais, j'aimerais bien monter des expos, parce qu'au final, des expos, j'en fais pas. J'estime pas que mon travail est assez complet pour le moment pour le faire. Euh, et après, je travaille énormément aussi dans le milieu du tatou. Je sélectionne toujours 2, 3 personnes à chaque ville où je vais. Enfin, ça correspond plutôt à 1 ou 2 personnes même. Que je sélectionne, que je demande si cette personne-là veut bien que je la photographie pour en garder une archive pour moi. Et du coup, il y a un côté un peu vachement bagnard dans ces images-là. Donc, c'est du portrait, c'est assez brut. Donc, souvent, c'est des gens qui sont tatoués presque de la tête aux pieds, ou alors tout le ventre et chest, ou sur le visage ou quoi. Et ça, c'est une série qui commence à représenter pas mal d'images et qui un jour, j'aimerais bien présenter, peut-être, je sais pas, soit dans des conventions ou des choses comme ça. J'aimerais bien que ça soit une expo qui soit itinérante, un peu comme le studio aussi, quoi. Cool. Toi, tu vas faire tout en mode itinérant. Ouais, j'aime trop ça. Franchement, enfin, j'aime énormément voyager en fait de base. J'ai toujours fait ça. Euh, euh, et en fait, je trouve ça trop triste de rendre accessible une chose seulement à un lieu. Je veux dire, je sais pas, si je suis sur Paris et que mon studio n'existe que sur Paris et que mes expos sont sur Paris, alors je pense, j'ai aucun doute, tu vois, je pense que ça marcherait, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que, ben, franchement, moi, avec l'expérience que j'ai du studio maintenant, par exemple, Paris, c'est une ville, il y a une énergie de dingue, surtout artistique. Je rencontre tout le temps des gens de dingue, les gens viennent looker, mais c'est incroyable, quoi. C'est vraiment, ils sont chauds, quoi. J'adore bosser à Paris, mais par exemple, il y a des villes comme Le Havre, Clermont-Ferrand, enfin des tout petites villes où j'ai eu des studios de ouf avec une ambiance de dingue, où les gens sont hyper accueillants et ils sont hyper contents que toi tu viennes en fait aussi. Ils sont hyper contents de te recevoir. Tous ces gens-là veulent pas forcément aller vraiment dans les grandes villes. Moi, c'est pareil. Des fois, je veux dire, ça me saoule un peu d'être à Paris. Je veux dire, tous les 3 mois, c'est quand même fatigant, même si c'est cool. Et en fait, c'est trop bien de le rendre accessible un peu à droite, à gauche sur des événements où des fois les gens vont pas forcément s'attendre à me voir. Ça permet de rencontrer plein de profils de gens différents. Moi, ça me permet aussi un peu de voyager et tout. C'est cool, quoi. C'est un bon mélange de tout. J'ai pas mal de passion et d'activités en side, en fait, du studio. Et toujours, j'essaye d'arriver 2, 3 jours avant, installer le studio, puis faire 2, 3 trucs avant que j'ai envie de faire. Et pareil, avant de partir ou de m'arrêter sur la route et tout. Ça fait des connexions partout, donc c'est trop bien. C'est des gens que tu revois, que tu rencontres. Donc Pour c'est le ça. moment, tu as fait beaucoup de dates en France. J'ai vu que tu commençais aussi à aller en Belgique parce que tu nous as parlé de Bruxelles. Est-ce que tu as d'autres pays enfin, que tu aimerais, où tu aimerais aller en Est-ce fait? que tu as envie de t'étendre Ouais. à l'international? Ouais, c'est ça. En fait, le truc, c'est que le mois de mai dernier, là, je devais faire une tournée en Angleterre. Donc, on avait prévu Brighton, Londres et Leeds. Et du coup, bah, c'est tombé à l'eau pour maladie mortelle, là. Et du coup, ça, c'est tombé à l'eau. Donc, c'était une tournée en Angleterre. Moi, j'étais super chaud parce que j'adore l'Angleterre. Je trouvais ça trop bien. J'allais le faire dans 2 shops de tatou et j'allais surtout le faire à Leeds dans un magasin de donuts. Et je trouvais ça énorme. Et vraiment un shop de donuts qui fait des trucs de ouf. Je trouvais ça improbable qu'il m'ait proposé. Et en même temps, j'étais en mode genre, bah ouais, je suis chaud. Et comment Donc tu c'était les as eus, cool. ces contacts-là? Par exemple, le magasin de donuts, ils t'ont trouvé? Comment ça Et se ben fait? ça c'est vraiment le bouche à oreille entre les artistes tatoueurs, quoi. Ah, C'est ok. pour ça que vraiment c'est un réseau qui est super cool et qui est trop bien, quoi. En fait, c'est un petit monde, mais dans le monde entier. Donc, euh, Ça. donc c'est super cool, quoi. Donc l'Angleterre, voilà, est tombée à l'eau.
Je suis également attendu à New York. En fait, il y a un lieu qui m'attend, qui veut absolument me faire venir. Donc là, en ce moment, de toute façon, c'est clairement impossible de transiter là-bas. De plus que c'est une semi-guerre civile en plus. Donc, On va attendre un donc petit c'est un peu. peu compliqué. Ouais. Il y a ça. Et je suis énormément en fait attendu aussi dans la région de Québec. Forcément, j'ai pas mal d'amis là-bas vu que j'habitais là-bas. J'avais prévu début 2021 de faire un tour au Canada, de m'organiser sur place avec des locaux que je connais et de faire venir le studio là-bas, rester peut-être 3 mois au Canada et faire un tour là-bas. Forcément, tout est décalé en fait. Tout est décalé. C'est un projet que j'ai toujours. Je sais pas exactement en termes de logistique comment on va s'organiser. C'est ça. Comment tu ferais pour déplacer ton matériel? C'est ça qui m'interroge Ben, en par fait, je l'avion. pense le seul truc que moi je vois plausible, et parce que j'ai beaucoup réfléchi, c'est d'en fait de racheter un studio complet sur place, en fait. De Ok. vraiment refaire un studio complet, d'arriver peut-être avec juste ma chambre photographique, le trépied ou quoi, qui représente déjà pas mal de poids en fait. Et là-bas, me fabriquer le labo moi-même, trouver de l'éclairage avec les contacts, avec le bouche à oreille ou quoi. Peut-être se faire prêter ou louer, à voir. C'est sûr que ce sera des projets qui vont être extrêmement coûteux où clairement je vais pas gagner d'argent. C'est presque impossible, sauf si je me fais financer par, je sais pas, des organismes. Mais c'est des choses que moi je ne connais pas et en fait moi tu me mets devant un dossier, je l'ouvre et je fais ouais, c'est trop compliqué. Et, du coup je préfère m'autofinancer pour tous mes projets. Pour moi je suis pas à être redevable envers des choses ou des gens ou quoi. Des fois c'est un peu glauque. Et du coup, c'est des projets qui clairement, oui, je vais pas vivre avec. Ça me permettra juste de faire l'expérience et de le rendre possible. Et peut-être après, forcément, ça peut t'ouvrir aussi sur d'autres choses. Mais pour le moment, en tout cas, je sais que c'est des choses qui vont limite peut-être même plus coûter que rapporter. Mais en même temps, c'est aussi pour ça que je fais toutes ces dates et tout, pour éventuellement monter des projets ailleurs et puis le rendre transportable comme ça, quoi. Bah après, tu peux avoir ton setup pour l'Amérique du Nord, ton setup pour l'Europe, enfin, par continent, comme ça. Non, mais oui, oui, non, Tu peux te mais promener, quoi. je sais qu'il y a pas mal d'artistes qui font ça. Le truc, c'est Ouais, qu'ils ont vraiment pas aussi volumineux que moi. Euh, j'imagine. donc, ouais, c'est quand même chaud. Ou alors, faudrait passer par le biais d'écoles qui voudraient que je fasse des prestations, des choses comme ça dedans. Chose que je suis pas forcément à l'aise, mais pourquoi pas. Et d'ailleurs, j'ai vu que tu avais commencé à lancer une chaîne YouTube cet été. Alors, est-ce que c'est un projet que tu vas faire dans la durée? Pourquoi tu as choisi de te lancer sur YouTube? Alors, le choix de me lancer sur YouTube, c'est qu'en fait, je partage beaucoup de choses, par exemple sur Instagram, surtout notamment en story. Pendant le confinement, ça a été vraiment pour moi 2 mois d'expérience, 2 mois de partage où j'ai été hyper actif sur les réseaux sociaux. Où du coup, tous les jours, je testais des choses. Donc, j'ai fait des tirages avec des épinards, des tirages donc aux essences naturelles, des transferts d'émulsion Polaroid. J'ai eu plein de réactions, j'ai eu énormément de partages. J'ai mis ça au début en story permanente et les gens, voilà, étaient en mode genre, ouais, bon, c'est cool, c'est en story, donc c'est un peu cheap, on va dire, mais c'est cool quand même. Et donc, j'ai eu le projet de faire une chaîne YouTube avec Valérian qui habitait chez moi, en fait, pendant le confinement. Donc, à deux, on s'est motivé avec un autre pote à nous, Hugo aussi, qui est caméraman et monteur, qui lui nous a dit, OK, on peut faire le montage et tout. Donc, faire un truc quand même assez propre, assez clean. Et du coup, on a dit, OK, let's go, on va faire une chaîne YouTube pour partager un peu de la technique alternative. Avec un côté un petit peu moins aussi coincé de la photographie pro comme on peut voir. Je veux dire, en France, sur la majorité des chaînes, c'est des choses très carrées, très prof ou quoi. Moi, j'ai une méthode, on va dire, un petit peu rock'n'roll de tout ça. Il y a beaucoup de choses où on va te dire de faire attention exactement à la température exacte, machin ou quoi. Où, franchement, il y a pas mal de trucs, c'est faux. On peut le faire autrement. Donc moi, je voulais aussi le montrer avec mon univers, avec ma solution, avec ma technique. Le problème, c'est qu'en fait, sortie de confinement, on se retrouve que ça prend énormément, énormément, énormément de temps. Là, par exemple, en fait, il y a déjà 3 vidéos qui sont tournées. Le monteur, il a plus le temps. Donc, c'est un peu galère. C'est un peu galère. Je sais pas si cette chaîne va réellement continuer. J'aimerais beaucoup. Moi, avec le studio, c'est assez dur de trouver le temps de faire des tournages. Donc, je sais pas trop. C'est un truc qu'on a testé, qui est cool, hein, je trouve ça trop bien et j'aimerais en faire plus, mais c'est très dur de trouver le temps. Ouais, on te le confirme. C'est un engagement différent YouTube, mais je pense qu'il y a du potentiel. Là, je suis allée voir la vidéo sur les transferts.
de Polaroid et quand j'étais pendant mes études, j'avais commencé à essayer de voir, à faire de l'argentique, à essayer de faire des mélanges et tout. Bon, après, je pars dans tous les sens, dans plein de trucs. Donc, à un moment donné, j'ai dit, c'est bon, j'arrête. Mais là, je me suis dit, ça serait cool que je reprenne mes Polaroid et tout. En tout cas, le tuto est prêt pour ça. Et, d'après les retours que j'ai eus, les gens kiffent, ils y arrivent et tout, et ils se font vachement plaisir. Donc, ouais, moi, j'aimerais vraiment en faire plus, mais c'est très dur. En plus, les 3 personnes, je veux dire, avant, je vivais avec Val, donc il était tout le temps là. Donc, vraiment, on en parlait tout le temps. Donc, dès qu'on disait, on a une idée, bam, c'était fait. Là maintenant, lui il habite à Bordeaux, moi à Chalon, il y a 6h30 de route, donc c'est complexe pour se voir. Le caméraman monteur il est à Lyon, donc c'est encore ailleurs. Après c'est peut-être un projet que vous avez là et que vous allez pouvoir développer aussi quand les choses seront peut-être plus claires pour toi. Ouais, peut-être aussi, ouais. C'est ça, peut-être que l'idée risque de stagner et de se relancer un tout petit peu plus tard, selon les possibilités. Moi j'aimerais bien aussi, c'est pas une chaîne que de moi, hein, c'est Valérian avait ses choses à apporter parce que lui il est plus dans l'argentique, surtout sur la culture asiatique, donc c'est hyper intéressant. Moi je voulais vraiment qu'il fasse des genres de vlogs par rapport à ça, ou lui-même en parler en donnant son avis sur des pellicules, du matériel, des choses comme ça. Hugo utilise aussi un autre médium d'argentique et tout, donc c'était vraiment aussi le fait qu'on soit 3 personnalités différentes. Moi énormément sur les choses alternatives en tout cas, et eux 2 sur des autres médiums argentiques, voire même Polaroid ou quoi, et que tout le monde, qu'on nous voit interagir à tour de rôle. Mais je trouve que c'est franchement pas facile, quoi. Le YouTube game, ça prend du temps. Du coup, on a une dernière question. Où est-ce que, à moins que tu en aies une autre avant qu'on continue, où est-ce que c'est le meilleur moyen pour te retrouver pour te suivre, si on a envie d'avoir son portrait tiré par toi ou si on a envie de te contacter, de suivre ce que tu fais, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors le mieux pour me suivre, je dirais que c'est Instagram parce que je suis assez actif. J'essaye de partager un peu plein de moments du studio dessus. J'annonce également toujours mes dates, que ce soit en story ou en post ou en story permanente. Sur le site internet, il y a l'agenda du studio. Je parle aussi du concept sur le site. Et maintenant, il y a ce fameux système de réservation incroyable où tu peux te booker toi-même. Donc, vraiment, le mieux, ce sera Instagram et le site internet enzolucia.com. Mon Instagram, c'est Don Sixpack aussi. Et sinon, il y a Facebook, j'ai une page Facebook aussi, mais Facebook c'est quand même assez lent, mais c'est bien aussi. Je veux dire, je partage les choses aussi dessus, c'est juste qu'il y a moins de gens qui les regardent. On va mettre tous les liens dans la description de la vidéo YouTube ou dans le podcast, puisque tu peux retrouver l'interview en podcast ou sur YouTube en fonction de là où tu es en ce moment. Donc merci beaucoup Enzo pour avoir participé au podcast, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Ouais, merci beaucoup. Merci à vous deux, c'est carrément cool de partager ça avec tout le monde ici. Toi qui regardes cet épisode ou qui l'écoute, dis-nous ce que t'en as pensé et même dis-nous en commentaire qui t'aimerais qu'on interviewe sur cette chaîne YouTube ou dans le podcast des créateurs nomades. Et si t'as aimé cette interview, que toi aussi t'as envie de te lancer en freelance, que t'as peur, qu'on t'a dit que c'était pas viable, t'as envie de faire de la photo mais tu te sens en mode c'est pas possible, c'est saturé, ou que t'as envie de te lancer en graphisme, en illustration, dans n'importe quoi de créatif, on a un lien pour toi en dessous, ici ou là, pour télécharger le guide, pour te lancer toi aussi en freelance en évitant les plus grosses erreurs, et tu recevras aussi nos emails avec des conseils pour t'aider à te lancer, et ça pour avoir des projets qui te ressemblent, alignés avec tes valeurs et attirer des clients. Et tu vas apprendre à développer ta différence pour en faire une force. Et j'en profite parce que cette semaine, tu peux encore rejoindre le bootcamp des créateurs nomades. C'est un événement qui est gratuit, et si tu t'inscris, tu vas recevoir une série de vidéos gratuites qui sont à durée limitée parce qu'on veut que tu évites la procrastination, et tu pourras aussi participer à 2 ateliers en ligne et en live pour t'aider dans ta démarche pour te lancer en freelance. Donc le premier atelier en live et en direct, c'est dimanche 4 octobre à 19h heure de Paris. Inscris-toi ci-dessous ou juste là.
Et si tu vois la vidéo après le bootcamp, bah c'est pas grave, tu peux quand même t'inscrire parce que comme ça tu vas être averti dès qu'on va organiser à nouveau cet événement ou si on développe d'autres types de projets privés de ce type. Et évidemment, on t'enverra plein de conseils par email pour dépasser tes peurs et éviter les grosses erreurs qui ruinent les freelances. Rendez-vous sur creatornomade.com au pluriel. Et si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage. Ah oui! Et merci Clara Doma d'avoir monté cette vidéo parce que ça nous a permis de mettre du temps sur d'autres projets et on aime beaucoup ton travail. Donc si toi aussi t'as apprécié ce montage, va voir le site de Clara qui sera mis dans la description. Super.